Alors, je m'appelle Amin Youssouf, je suis né ici en France, il y a 44 ans, de parents comoriens. Mon parcours, alors j'ai peut-être commencé par ma vie professionnelle. J'ai commencé dans ce qu'on appelle le digital, fin des années 90, dans ce qu'on appelait autrefois à cette époque des web agencies. Donc j'ai commencé ma carrière dans le digital. Mon premier job, c'est ça. Et puis il y a eu la bulle Internet, l'explosion de cette bulle Internet a fait que beaucoup d'entreprises se sont écroulées à cette époque-là, dont l'entreprise où je travaillais. Et à l'issue de cette expérience, qui était très bonne, j'ai lancé une société qui s'appelle Big Use, que j'ai lancée en 2004. Big Use, une agence de communication digitale. On faisait des sites internet, des applications pour des grands groupes. On a travaillé à Ferrari.com, c'est un Comorien qui l'a fait. Kenzo, les plateformes de Peugeot, Mugler, enfin tout un tas de marques de ce type-là. Et puis après avoir fait le tour de ce sujet, avoir développé l'entreprise jusqu'à avoir une quarantaine d'employés, donc des designers, des graphistes, des développeurs, des chefs de projet, j'ai vendu cette entreprise à un grand groupe de communication en 2014. Et puis bien sûr, quand on vend, il faut rester un peu. Donc je suis resté pour faire la transition. Et puis après, le virus de l'entrepreneuriat m'a repris. Et j'ai créé donc ma deuxième entreprise qui s'appelle Afrobytes. Donc avec la volonté effectivement de me rapprocher du continent, de tout de suite, à partir de la quarantaine, commencer à vouloir retrouver un peu vos racines. Et puis je me suis posé la question de comment je pouvais être le plus utile possible au continent. Alors, étant né ici, j'ai pas la prétention de connaître le continent puisque je suis né ici, j'ai vécu ici. Donc, par contre, ce que j'ai la prétention de faire, c'est d'utiliser les réseaux développés ici, que ce soit en France, aux États-Unis, en Chine, etc., pour permettre de mettre ces réseaux et ces capacités à disposition des entrepreneurs africains. Donc c'est ce qu'on fait chez Afrobytes. Afrobytes, c'est un pont entre, on va dire, les entrepreneurs innovants du continent, les acteurs innovants du continent et le reste des écosystèmes. On est aujourd'hui ici à la station F, où on a nos bureaux et qui, par essence, est vraiment un endroit qu'on essaie de mettre à disposition annuellement auprès des entrepreneurs africains pour qu'ils viennent ici, qu'ils s'exposent, qu'ils rencontrent des investisseurs, des entreprises, etc., etc. Donc voici la mission que je mène actuellement. Oui, c'est ça, entre autres. Nous, on se positionne plutôt comme un accélérateur de la tech africaine. Un accélérateur qui va travailler sur 3 piliers qui pour nous sont importants. Le premier des piliers, c'est donner de la visibilité à ce que l'on fait. Donc on a Afrobytes qui se passe à Paris, on a des gens qui viennent du monde entier, aussi bien de Californie que de Chine, que d'Afrique, et que d'Europe, et évidemment de France. Beaucoup de médias sont présents, ça va de TV5 Monde à RFI, à France 24, la BBC, donc ce qui nous permet de donner de la visibilité à ces entrepreneurs. De la visibilité internationale, mais aussi de la visibilité intra-africaine. C'est-à-dire qu'un Éthiopien sache ce qu'un Sénégalais fait, qu'un Sénégalais sache ce qu'un Ivoirien fait, qu'un Ivoirien sache ce qu'un Sud-Africain fait. Ça, c'est important. On n'a pas forcément ces capacités médiatiques. On n'a pas un Al Jazeera africain encore ou un CNN africain qui nous permet. Donc, on va utiliser d'autres types de plateformes pour faire ça. Donc, le premier point, c'est la visibilité. Le deuxième point, c'est évidemment, vous l'avez dit, l'investissement. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans les écosystèmes africains, nous n'avons pas de ce qu'on appelle les business angels, qui sont véritablement le premier pas pour l'investissement. En France, on a beaucoup plus de structures d'investissement, que ce soit à Paris, Londres est à 2 heures de train, vous avez Bruxelles, le Luxembourg, la Suisse, et Paris reste un hub assez facile à atteindre quand vous êtes à New York, à Washington. Donc ici, on a un point de rencontre entre une demande et une offre. Et puis le dernier point, c'est les entreprises. Comment on connecte les grandes entreprises qui veulent se développer sur le continent africain avec les ressources de talents que nous avons en Afrique.
Alors, transformation digitale, bon, c'est un discours qui appartient à une certaine époque, aujourd'hui. On parlait de transformation digitale quand il y avait matière à transformer. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas digitalisé, vous êtes mort. Donc on ne parle même plus de transformation, aujourd'hui c'est peut-être survie digitale, je ne sais pas, il faudrait trouver un autre terme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, typiquement, si vous lancez un service de taxi en Afrique, aux Comores, vous allez utiliser le GPS, la géolocalisation. Si vous c'est acteur de la santé, vous allez utiliser à un moment donné la prise de rendez-vous par SMS ou par smartphone. Et tout un tas de choses comme ça. Donc aujourd'hui, finalement, le digital, c'est un peu comme l'air que vous respirez. C'est là, c'est présent, c'est partout. Alors quand on va parler de transformation digitale, c'est justement d'intégrer dans le développement, dans sa croissance, toutes les capacités que peuvent apporter les technologies pour améliorer vos processus. On va simplement dire ça. Je ne sais pas si c'est clair. C'est une opportunité qui est littéralement exceptionnelle. En anglais, on dit leapfrog. Leapfrog, qu'on peut appeler saut de grenouille. Le leapfrogging, c'est en fait qu'on traduit en français par le saut quantique, c'est que vous passez d'un état à un autre sans passer par les étapes intermédiaires. Typiquement, je vais vous donner un exemple clair. La mobile money qu'on utilise au Kenya. On l'utilise au Kenya parce qu'on n'avait pas de réseau bancaire. Il fallait quand même bien que les gens fassent des transactions. Donc on est passé directement à la mobile money sans forcément développer des réseaux d'agences physiques. Aujourd'hui, le Kenya, ne serait-ce que M-Pesa, il y a plus de 50% du PIB qui passe par une plateforme. Au Ghana, les échanges par mobile money, c'est 80% du PIB. C'est énorme. En France, on ne va être même pas à 1% ou 0,5%. Donc sur certains domaines, on a une claire avance en Afrique sur ces sujets-là. Le deuxième point, vous qui êtes économiste, chacun se souvient de la révolution verte qui a eu lieu en Chine, en Inde. Ils l'ont fait avec des tracteurs, avec des pelles, avec de la mécanique. Nous, en Afrique, on a la chance d'imaginer, de penser notre révolution agricole avec des smartphones, des drones, de l'intelligence artificielle. Donc le potentiel est absolument fantastique. Si tant est qu'effectivement on s'empare de ce savoir, on s'empare de cette technologie et on construit notre développement sur cette base-là. Alors, il en existe beaucoup. Je pense qu'il est important d'ailleurs que chaque entrepreneur aux Comores regarde d'abord ce qui se passe sur le continent. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus transposable que ce qui se passe au Japon ou je ne sais où. Alors, on a plein, j'ai donné par exemple l'exemple au Nigeria sur Hello Tractor, qui est une entreprise qui a constaté que l'usage de tracteurs, en gros, ça se passe 1 ou 2 fois par an parce que vous avez des récoltes. Sauf que les agriculteurs, qui n'en avaient pas forcément les moyens, ne pouvaient pas s'acheter un tracteur. Parce que vous avez le tracteur, vous faites votre récolte, mais bon, 3, 4, 5 mois, 6 mois dans l'année, le tracteur reste là et il ne bouge pas. Donc c'est une immobilisation que les gens ne peuvent pas s'offrir. Donc ce qu'ils ont mis en place, c'est le Uber du tracteur. Vous louez votre tracteur à l'acte. Donc vous n'utilisez, vous ne payez le tracteur que quand vous en avez besoin. Ce qui permet effectivement d'avoir une rotation plus importante de la machine entre agriculteurs. Et donc on amène ici des possibilités assez exceptionnelles en termes de rendement. C'est une chose. Il y a le concept qu'on appelle le pay as you go. Le pay as you go, notamment dans ce qui est le solaire. Donc là, c'est simplement l'idée que plutôt que d'avoir à acheter quelque chose, vous allez payer à l'acte. Typiquement, vous allez avoir un panneau solaire, plutôt que de l'acheter, vous allez payer chaque mois un petit peu d'argent jusqu'à acquérir ce panneau solaire à la fin. Donc ça a permis à beaucoup de gens en Afrique d'avoir accès à l'énergie. Et quand on dit énergie, ça a des conséquences importantes, pas simplement parce que la lumière est présente, non, parce que vos enfants peuvent lire le soir et faire leurs devoirs, par exemple.
Alors, je ne sais pas si je suis parmi les plus influents, je ne sais pas, en fait, c'est pas un objectif en soi. L'objectif, ça a été de dire, à un moment donné, il y avait beaucoup d'événements sur le sujet Afrique, en Europe, et d'ailleurs en Afrique aussi, qui malheureusement n'étaient pas programmés, éditorialisés par des Africains. À un moment, il y a 4 ou 5 ans, vous veniez sur des sujets Afrique, vous n'aviez même pas d'Africains sur scène. Heureusement, ça a changé. Peut-être qu'on a eu une influence sur ce sujet-là. Pourquoi il est important pour nous de nous emparer de notre narratif? C'est tout simplement parce que j'ai l'habitude de dire que si vous ne détenez pas votre narratif, vous ne tenez pas le crayon. Si vous ne tenez pas le crayon, vous n'écrivez pas l'histoire et certainement pas la conclusion. Donc nous, le point de départ, pour pouvoir espérer écrire la conclusion qui nous convienne, c'est d'abord de s'emparer de notre sujet et être capable de nous raconter nous-mêmes, avec notre agenda, nos objectifs. Non, c'est pas atteint. Ce sera atteint quand on aura plus d'entrepreneurs africains qui lèvent des fonds, quand on aura le sentiment que aujourd'hui plus d'investisseurs viennent investir en Afrique parce que effectivement ils ont vu que nous avons des croissances fortes qui sont portées par les technologies. Il sera atteint quand nous ne serons pas simplement des réceptacles de technologie, mais que nous aurons des centres de recherche sur place. Mais bon, peut-être que dans 20 ou 30 ans, ce sera atteint. Mais il faut bien commencer quelque part. Oui, un des tout premiers événements tests que j'avais fait, avant de lancer la plateforme un peu plus importante, c'était aux Comores. J'étais venu avec un ordinateur, on était allé dans un village dont je ne me souviens plus le nom, si les gens me regardent, c'est vraiment un trou. Mais j'avais eu beaucoup de plaisir à le faire, on était simplement parti avec mon frère, la voiture, on était allé au village, on avait mis un ordinateur, un projecteur, et on a fait comme ça une présentation, et j'en étais très très heureux. Aujourd'hui, le rapport aux Comores, moi je vais comme ça butiner ici et là au Ghana, en Éthiopie, voir un peu ce qui se fait, tout ce qu'on produit. Et peut-être qu'un jour, quand les moyens seront présents, essayer de ramener, faire du transfert de technologie dans notre pays, parce que je pense qu'on a le potentiel aujourd'hui de vraiment le transformer, non pas en allant chercher des solutions qui ne nous correspondent pas, mais en allant chez nos voisins. On a le Kenya à côté, on a le Mozambique, on a la Tanzanie. Il y a pas mal de choses, il n'y a pas besoin d'aller chercher hyper loin. Et ça, c'est vraiment des solutions qu'on peut importer, qui sont adaptées. Et je crois que si on peut contribuer à accélérer ce mouvement, j'en serais très très heureux. Moi, mon point de vue, il est très simple. Nous sommes indépendants depuis 1975. Les Comores, c'est environ 1 million de personnes. C'est l'équivalent de 2 villes, Nantes et Lyon. Comment en 40 ans on n'a pas pu gérer ça? Donc d'abord, c'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. A-t-on envie de le faire? Parce qu'on ne me raconte pas que l'équivalent de la population de Lyon et Nantes, en 40 ans, on n'arrive pas à mettre quelque chose en place où l'électricité fonctionne, où les routes sont goudronnées, où chacun s'y retrouve. Et voilà. Donc il y a un challenge. Je ne pense pas qu'on manque de talent. Je ne pense pas qu'on manque de moyens. Je pense qu'on a juste besoin de vraiment avoir la volonté de le faire. Et ça dure depuis des années. Donc c'est pas là maintenant. Hein. C'est quelque chose qui dure depuis 40 ans. Donc bon, à un moment, voilà. Alors, aujourd'hui, oui, j'ai investi personnellement aux Comores. J'ai acheté mes premières terres aux Comores. Donc, je compte bien revenir chez moi un jour. Mais il s'avère qu'entre-temps, voilà, j'ai des choses à faire de par le monde entier. Et ces choses-là, je les fais parce qu'un jour, j'espère bien pouvoir les ramener dans mon pays. Peut-être que le timing n'est pas encore prêt. Ça m'arrive, hein. J'ai notamment chez Reva, qui est un bel événement fait par Gali, qui est un entrepreneur. Donc
dont la manière de voir les choses était très très intéressante. C'est vraiment autour de l'entrepreneuriat, autour de l'action, peut-être moins autour de imaginer ce qu'on fait, mais vraiment être dans le pratique et le résultat. Donc ça, c'est des choses que j'apprécie. Après, comme tout Comorien, j'ai ma famille qui est présente, donc je vais à mes événements de famille. Donc voilà, maintenant, je ne suis pas pour autant enfermé dans ce sujet. Je pense qu'il faut qu'on puisse aller voir tout ce qui est autour. Ça m'arrive d'aller aussi à des événements culturels qui ne sont pas comoriens, qui peuvent être sénégalais ou autres. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, un des points qui fait que Maurice ou par exemple le Rwanda, je trouve que le Rwanda est un bon exemple. Je vais plutôt parler du Rwanda, si vous me permettez. Il faut quand même se rappeler qu'en 1994, il y avait un génocide au Rwanda. 1994, c'est pas long. La plupart des gens qui nous regardaient étaient nés. Aujourd'hui, le Rwanda est dans tous les classements cités en exemple africains. Ils reçoivent des investissements en masse. Ils ont vraiment transformé leur économie. C'est le seul pays africain qui sponsorise une équipe anglaise de football, quand même pas une petite, Arsenal, c'est pas mal, pour Visit Rwanda. C'est ça ce qu'ils font. Donc ce qui est important, c'est la manière dont on se raconte. Le problème, pour attirer des investisseurs, pour attirer des gens, c'est qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, quand vous tapiez Comores dans Google ou autrefois quand vous lisiez les Comores dans la presse, on avait rarement des histoires positives. On avait des histoires de mercenaires, là de coups d'État, là de sécession, là. Donc c'est le narratif qui était diffusé. Et ce narratif-là, on raconte ce qu'on veut, mais il ne donne pas envie à qui que ce soit d'investir dans notre pays. C'est pas vrai, il faudrait être fou. Donc aujourd'hui, comment on se raconte différemment? Parce que les gens n'achètent pas, entre guillemets, c'est pas, je mets des guillemets, hein, parce que je parle en général, on n'achète pas un produit, les gens achètent une histoire. Maurice a été capable de raconter son histoire différemment. Donc, nous, il faut qu'on arrive à raconter notre histoire différemment, nos intentions différemment, notre volonté différemment. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être que petit à petit, on va attirer ici un investisseur, des projets, et puis de fil en aiguille, ça se construit. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. La question, c'est voilà, quelle image on a à l'extérieur. Alors, d'abord, je pense que les femmes ont beaucoup de talent. Quand vous regardez ici, la plupart des écoles, des filières scientifiques, vous avez énormément de femmes. En Afrique aussi, on en a pas mal. Je pense que les femmes n'ont pas besoin d'être incitées, elles le sont. Le problème n'est pas chez elles. Le problème, c'est nous, les hommes, qui leur fermons les portes. Je pense qu'il ne faut pas qu'on aille chercher, dire mais elles ne sont pas incitées. Non, non, non. C'est nous, hommes, qui leur fermons la porte. Donc je pense que d'abord, c'est chez nous qu'il faut qu'on travaille déjà sur nous-mêmes pour nous dire que notre fils ou notre fille, on doit les traiter de manière égale, qu'il n'y a pas des métiers pour les hommes, des métiers pour les femmes. Deuxièmement, dans l'entreprise, qu'il n'y ait pas de différence de salaire. Et puis ensuite, de considération qu'un homme ne peut pas être commandé par une femme, etc. etc. Donc, je pense que le changement des mentalités, les femmes sont prêtes, elles sont prêtes depuis très longtemps. Par contre, nous, la question c'est que nous sommes prêts, nous, en tant qu'hommes. Le défi. Le défi pour nous, c'est simplement de consolider ces ponts que nous créons entre les écosystèmes africains d'entrepreneuriat avec des continents comme l'Europe, les États-Unis ou l'Asie demain. Ça, c'est un défi. Avoir la possibilité de créer des espaces où plus d'entrepreneurs africains peuvent rencontrer des investisseurs.
susciter cet investissement, essayer de diffuser au maximum les bonnes pratiques pour que cet investissement soit pérenne pour ceux qui ont investi, parce que ça va forcément, la pérennité de leur investissement va en attirer d'autres. Voilà, moi je me situe à des niveaux très simples d'action. Oui, aujourd'hui, Afrobytes, comme on dit, on est un pont. Donc un pont, on a créé tout ce réseau international. Aujourd'hui, des entreprises ou des fonds qui soutiennent ce type d'initiative, il y en a énormément. Vous allez avoir des fondations, vous allez avoir des grandes entreprises comme Google qui font ces actions-là. Donc oui, il faut simplement mettre le projet en place. Et puis ensuite, nous, on va faire le travail de mise en relation. Après, on n'est pas, par contre, c'est les gens qui portent eux-mêmes leur projet, qui vont être convaincants, qui vont travailler sur la présentation. Mais par contre, notre rôle, c'est d'ouvrir des portes aux gens les plus sérieux, les plus carrés. Et ça, évidemment, on n'a aucune hésitation à le faire quand le projet est bien porté. Merci, je remercie tous ceux qui nous ont regardés. Voilà.